Il est 11h46 pour parler justement du dollar canadien. Vous voyez l'article à l'écran, le dollar canadien à son plus bas depuis 12 ans. Écoutez, moi-même, ça m'affecte. Là, je vis dans une région frontalière. Puis même, là, pour mes propres besoins, je dois aller mettre de l'essence, je dois manger. Tous mes services sont aux États-Unis. Et je le vois, là. C'est épouvantable, là. Si tu ne prends pas de compte aux États-Unis, tu te fais en plus manger par les frais bancaires de conversion d'argent. On se fait voler 10 là-dessus, là. En plus du taux de change, on se fait voler par les banques canadiennes, là. Un autre 10 de plus pour faire la conversion. Puis quand tu vas sur la banque américaine, ils ne te chargent pas de maudite scène pour la conversion. Alors, vous voyez comment on se fait abuser. Mais ça, c'est une autre histoire. Mathieu Bédard attend en ligne. Il est de l'Institut économique de Montréal. Bonjour, économiste. Bonjour. Bonjour. Bien, merci d'être avec nous. Écoutez, bon, on lit toutes sortes d'affaires. Moi, évidemment, j'ai une approche très terrain. Puis quand j'étais maire à l'époque, ce que les gens de la business me disaient, bien, plus le dollar est bas, plus c'est bon, plus il monte, plus on met des gens à pied. Mais là, il y a toute une conjoncture qui explique la baisse du dollar, là. Oui, bien sûr. Donc le dollar est faible, principalement parce que le dollar américain est élevé et parce que le pétrole lui-même est faible. Oui, oui. Puis c'est pas la première fois que ça arrive non plus, là. Non, c'est pas la première fois. C'est vrai qu'il y a quelques années, on est monté assez haut. Oui. Mais historiquement, je veux dire, le dollar canadien était autour de ces valeurs-là, hein, peut-être légèrement au-dessus. Donc on est pas proche d'une valeur historique si on regarde un petit peu plus loin en arrière. Et vous avez raison de dire que, donc bien sûr, dans certains cas, ça provoque des avantages. Hein. Il y a bien sûr des perdants. Les transfrontaliers comme vous, bien sûr, ils perdent au change. Oui. Hein. Les gens qui iraient à l'extérieur pour du tourisme, faire l'emmagasinage, bien sûr, ils sont désavantagés. Mais en revanche, faut voir l'autre côté de la médaille, et c'est que les commerçants canadiens, les entreprises qui exportent à partir du Canada, eux sont avantagés par un dollar faible. Mais expliquez-nous un peu, là, pour monsieur, madame, tout le monde, moi, des fois, j'ai de la misère à me figurer, là, admettons, là, j'ai une entreprise en Beauce, puis Canam-Manac, admettons, puis là, je ship du métal pour un aéroport au Colorado, à Denver. Qu'est-ce qui arrive là, dans la transaction? Comment ça marche? Puis pourquoi ça m'avantage? Parce que j'exporte là, aux États-Unis. Mais ça veut dire que les gens qui viennent, les Américains qui viennent acheter chez vous, sont légèrement avantagés. Ça leur coûte légèrement moins cher de faire affaire avec vous que par rapport aux États-Unis ou d'autres endroits, hein, qui auraient des monnaies un petit peu plus fortes. Okay. Donc, ça vous donne un petit avantage par rapport à la concurrence. OK. Puis moi, là, je me fais payer... Admettons, ils viennent acheter mon stock, là, je me fais payer comment? En argent canadien, en argent américain? Comment ça marche? Ça dépend de chaque industrie. Hein. Chaque industrie a ses propres pratiques. Mais que vous fassiez payer en dollars canadiens ou en dollars américains, le petit avantage, il joue quand même. Hein. C'est toujours à votre bénéfice. Hein. Donc, c'est l'acheteur américain qui est avantagé. Alors, lui, là, s'il a le choix, admettons, il va dire, tiens, au Canada, le dollar est très bas, puis l'accessibilité à la ressource est là, donc on y va, puis notre dollar est... C'est une combinaison de tout ça. C'est une combinaison de tout ça. Et le commerce au détail, en général, profite d'une monnaie faible. Bon, c'est sûr que c'est pas tout le monde, hein. Par exemple, l'industrie, le secteur de l'énergie, les industries minières, eux profitent pas du tout de ça. Donc, eux, ça joue un peu contre eux. Oui. Alors qu'ils sont déjà désavantagés par le prix du baril de pétrole qui est faible. Oui. Mais faut voir qu'il y a aussi des gagnants à un dollar faible. Mais justement, on entend sur les tribunes téléphoniques, vous allez me dire, c'est pas là qu'on fait avancer la science, là, dans les tribunes téléphoniques, mais les gens disent, c'est la faute à Justin Trudeau, là, à force de faire des selfies, il devrait peut-être s'occuper de l'économie, puis du dollar. Ben, on a-tu un contrôle comme gouvernement sur le dollar? Moi, je pense pas. Ben, on n'a pas de contrôle sur le dollar. Ouais. La Banque du Canada peut tenter de l'influencer un peu, et puis c'est vrai qu'elle a une petite influence sur le cours du dollar. Oui. Mais ce qui influence surtout la valeur du dollar canadien, c'est la valeur du dollar américain. Okay. Et indirectement, je peux dire, le prix du baril de pétrole. Okay. Ça a une influence. Donc, c'est vrai que la Banque du Canada peut tenter d'influencer légèrement cette valeur, mais ils n'ont pas de contrôle direct 100% sur la valeur. Ben non. Ils peuvent pas décider de la valeur du dollar. On pourrait pas passer une loi demain matin dans un débat d'urgence à la Chambre des communes puis dire, ben voilà, on fixe la valeur, ça vaut tant.
C'est de la pensée magique, là. Ça ne marche pas de même, cette mécanique-là. C'est comme ceux qui disent au Québec, ben on se sépare, on aura juste à prendre un dollar québécois, ou tiens, on va prendre le dollar canadien, mais si tu prends le dollar canadien, tu ne contrôles plus rien de toute façon. Tu es dépendant d'une devise étrangère. Oui, c'est sûr que les problèmes monétaires sont un petit peu compliqués, mais faut comprendre que c'est pas le fait que le dollar soit faible ou qu'il soit élevé qui est grave si on pense à très, très long terme. OK. Ce qui est très important, c'est qu'il soit relativement stable. À partir du moment où il est stable, les chefs d'entreprise, les gens peuvent faire des plans, peuvent se projeter dans l'avenir, ils peuvent investir, ils peuvent embaucher des gens, ils peuvent essayer de planifier pour leur avenir. À partir du moment où c'est stable, que ce dollar soit faible ou qu'il soit fort. Donc, c'est l'effet de prévoir, là, la prévisibilité. Là. Voilà. Donc, c'est surtout la stabilité au final qui est important, plutôt que le débat à savoir est-ce qu'on doit avoir un dollar faible ou un dollar fort. Ouais, parce que j'écoutais Nathalie Normando sur des ondes à Québec, au 93.3, où elle fait de la radio. Elle blâmait le gouvernement Couillard en disant, bon, je n'ai jamais vu une affaire de même, il n'y a pas de gouvernance, c'est pas comme dans mon temps avec Charest, mais les gens disaient, regardez, là, il y a des ministres anciens qui sont sortis, ils disaient, regardez le prix du baril de pétrole actuellement, comment est-ce qu'il est bas. T'sais, on n'a pas de contrôle là-dessus, là, sur le prix des ressources naturelles. Là, le fer, même si on voudrait le vendre plus cher chez nous, c'est pas fixé chez nous, le prix, là. Non, les gouvernements ont aucun contrôle sur le prix des matières premières. C'est des prix qui se décident au niveau international. Ouais. Ça dépend des producteurs qui sont, oui, ici, mais aussi beaucoup des producteurs partout dans le monde. Oui, puis la demande de la Chine, là, je veux dire, ça va pas si bien que ça. En Chine, il y a des ralentissements, même là-bas. Là. Alors, la demande pour les matières premières, là... La demande pour la Chine pour les matières premières ralentit légèrement. En ce moment, vous avez raison. En même temps, dans certains pays, on augmente la production pour essayer de faire baisser les cours. Il y a plusieurs choses qui se passent en même temps à ce niveau-là. Tout ça pour dire que personne n'a vraiment de contrôle à 100% sur le prix. Le prix, c'est quelque chose qui se décide qui se décide sans que personne le décide à 100%. Tout le monde a un très léger effet dessus, mais personne n'a le pouvoir de décider le prix de la Puis il n'y a pas d'organisme de contrôle qui chapeaute tout ça. Tu sais, l'Arabie saoudite peut décider d'inonder le marché du pétrole, puis de tenir tête, puis de faire baisser le prix, puis qu'elle s'en balance. Mais ça crée des ressacs un peu partout, ces attitudes-là. Même l'Arabie saoudite n'a pas un contrôle à 100% sur le prix du pétrole. Les prix des matières premières, en général, c'est quelque chose qui échappe à tout contrôle. C'est dans l'air, c'est ce qu'il y a en moment. On a tous un très léger effet, mais il n'y a personne qui a les clés qui peut décider de ce prix-là. Bien, merci beaucoup de nous avoir éclairés. C'était bien gentil. Bien, c'est moi qui vous remercie. À la prochaine. Au revoir. Mathieu Bédard, qui est économiste à l'Institut économique de Montréal. Vous voyez, on a beau blâmer Couillard, comme Nathalie Normando l'a fait, de façon très cavalière. Puis je pense que, tu sais, elle était vice-première ministre il n'y a pas si longtemps. Là, on peut peut-être se garder une petite gêne. Nathalie Normando, oui, c'est vrai qu'elle est animatrice de radio à Québec. Je l'adore, je l'ai aimée. Ça a été ma ministre. Vraiment très bonne, en ce qui me concerne. Mais là, je sais bien qu'on est toujours à la recherche de codes d'écoute. Hein? On est toujours à la recherche de codes d'écoute. C'est particulier.